Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous politique dominical. Conscient que nul ne devra manquer au chantier de construction de notre pays, j'inviterai très prochainement toute la classe politique pour des échanges directs, francs et constructifs au profit de notre bien commun, le Bénin. Fin de citation. Ainsi s'exprimait le président de la République, Patrice Talon, à l'occasion d'un discours officiel à la nation. Nous étions alors le 20 mai 2019. Et près de 2 mois plus tard, soit le 15 juillet de la même année, le chef de l'État, Patrice Talon, a convié les partis politiques n'ayant pas pu participer aux dernières élections législatives pour défaut de conformité, ceci afin d'échanger avec eux sur les voies et moyens pour y arriver. Et nous voici maintenant en octobre 2019, dans un contexte où l'heure est plutôt à l'action. À l'arrivée, on retiendra que 9 partis politiques ont obtenu leur récépissé du ministère de l'Intérieur et ils sont maintenant conviés par le chef de l'État pour ce grand dialogue politique national qui aura lieu donc au Bénin à partir du jeudi 10 octobre prochain. Alors, quelle est la portée de ce dialogue politique national initié par le président de la République? Quelles sont les attentes et quelles responsabilités incombent aux acteurs politiques eux-mêmes dans la réussite de cette initiative? Voilà les grandes questions au cœur de l'entretien de ce dimanche. Et pour les décortiquer, je reçois pour vous sur ce plateau un acteur politique. Nazer Dossa, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes membre actuellement du Parti Bloc Républicain, l'un des partis présents à l'Assemblée nationale. Et c'est avec vous que nous allons passer au peigne fin cette actualité politique nationale avec le dialogue politique qui se profile à l'horizon, qui aura lieu donc le jeudi prochain. Et c'est le moment aussi pour moi de vous dire que vous êtes suivis sur nos antennes ici à ETélé, mais également sur la radio Océan FM, qui est une radio du groupe de presse Le Matinal, qui nous accompagne et qui relaie aussi en direct cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi. Alors Nazer Dossa, on le sait, le 28 avril 2019, le peuple béninois a élu ses représentants à l'Assemblée nationale dans un contexte politique très tendu, on s'en souvient. Et après, on a entendu les hommes politiques qui n'ont pas pu participer à cette élection faire des procès au chef de l'État avec bien sûr des adjectifs de tous ordres. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire avec cette initiative que Patrice Talon était un incompris? Merci, je remercie tous les téléspectateurs et les auditeurs de Océan FM. Je remercie aussi ETélé pour avoir une pensée positive à mon endroit et m'inviter à cette séance importante, capitale, à la veille donc de cet événement historique de notre pays, le dialogue politique national. Vous avez su très bien planter le décor, ça m'a beaucoup plu. Et effectivement, le climat sociopolitique était fortement tendu. Et le chef de l'État, soucieux de pacifier ce climat, a annoncé la tenue de ce dialogue politique national avec les acteurs politiques. C'était une très bonne chose. Pourquoi? Une très bonne chose parce que il reste et demeure l'expression concentrée du peuple, du chef de l'État, Patrice Talon. C'est lui seul que nous avons élu à la tête de cette nation. Et les questions cruciales qui relèvent de la vie politique, du climat social de notre pays, c'est lui seul qui a la clé. Et Dieu merci, il a su trouver le moment propice pour annoncer à la nation, à la faveur d'une adresse solennelle, qu'il va convoquer un dialogue politique national. Nous étions le 20 mai 2019, comme vous l'avez dit. Et comme si cela ne suffisait pas, il a réaffirmé cela à la faveur d'une rencontre qu'il a eue avec les partis politiques n'ayant pas participé aux élections législatives pour leur dire, nous allons nous asseoir pour échanger. C'est à la faveur du dialogue
que les idées novatrices sortent pour essayer de cadrer la situation actuelle du pays pour permettre à tout le monde d'apporter sa contribution. Et comme si cela ne suffisait pas encore, le 15 juillet, parce qu'en ce moment, tous ces partis-là ne s'étaient pas conformés à la loi. Le 15 juillet dernier, il a encore convoqué tous ces partis qui sont en règle et ceux-là même qui ne sont pas en règle et qui étaient dans la démarche pour se mettre en conformité avec la loi. Cela témoigne du sens de compréhension, d'écoute et d'humilité qu'a le chef de l'État. Et cette deuxième rencontre, il faut l'avouer, on a senti manifestement que le mercure de la tension a chuté quelque peu. Il a annoncé et ça va être fait. Disons même que c'est fait. Il a dit et il a fait. Il a respecté sa parole? Il a respecté, il a montré sa dimension d'homme d'État, qui est très respectueux de la parole donnée. Il a dit et il a fait. Il devient du coup un disciple de José Marti. La meilleure manière de dire, c'est de faire. Et ça a fait que tout le monde s'empresse à attendre les invitations qui, je l'avoue, sont déjà parties. Et la rencontre aura effectivement lieu. On a dit dialogue politique. Et la loi dit que seuls sont autorisés à animer la vie politique ceux-là qui sont en règle, dont les partis sont en règle vis-à-vis de la loi. Donc il n'y a que les partis qui sont en règle vis-à-vis de la loi qui seront invités, convoqués ensemble, ils vont s'asseoir pour décrypter la situation politique nationale. Mais il faut s'empresser de dire, de saluer la patience du chef de l'État. 20 mai, 5 mois se sont écoulés, plus de 5 mois se sont écoulés depuis qu'il a annoncé l'événement. Beaucoup ont pris ça au sérieux, comme nous qui sommes devant vous ici aujourd'hui. Comme des personnalités comme le professeur ministre Daguedou Georges, qui avait même dit à organiser une rencontre au Champ d'Oiseaux le 18 avril, bien avant. Pour dire l'essentiel pour nous, c'est de sauver le Bénin. Le reste, après. Nous avons eu la chance de participer à cette séance. Ce qui du reste nous a motivés et nous sommes parmi les premiers à aller à Parakou faire notre déclaration officielle d'acceptation de la main tendue du chef de l'État. Votre télévision a relayé ça abondamment, je vous en remercie au passage. Donc 5 mois se sont écoulés. Et le 15 juillet, le chef de l'État réaffirme sa détermination de convoquer les forces vives qui sont dans un parti politique autorisé par la loi. Donc près de 2 mois et demi. Beaucoup se sont empressés. Et c'est ici que je félicite les partis de l'opposition qui se sont conformés. Il faut le dire. Quand quelque chose est bon, il faut le dire. Est-ce que ce dialogue était indispensable? C'est extrêmement indispensable. Parce que quand vous ne vous asseyez pas pour échanger, on ne peut pas se comprendre. On n'a pas cette capacité de faire le plongeon dans la tête de l'autre pour comprendre ce qu'il pense du développement de ce pays. Donc, j'en profite, comme je le disais, pour saluer tous ces partis de l'opposition, y compris les forces Cori, Point Bénin émergents, qui constituent, qu'on le veuille ou pas, la locomotive de l'opposition. Mais par contre, je me désole du fait que des partis continuent à s'obstiner, à ne pas se mettre en conformité vis-à-vis de la loi. Nous sommes en démocratie. On ne peut pas gérer le pays dans l'anarchie. Je les invite à vraiment
à revoir leurs copies. On n'a pas fermé la porte, que les gens continuent à courir, qu'ils se ressaisissent. J'ai même comme impression, si c'est demain qu'ils donnent les documents, demain là, ils auront leur certificat de conformité. Vous avez parlé du cas de FCBE, Oui. Force Cori pour un Bénin émergent, Oui. un parti de l'opposition. C'est un secret de Polichinelle. Oui. Vous le savez aussi qu'après les législatives, on a entendu certains ténors de ce parti politique, d'autres partis politiques aussi de l'opposition, clamer que l'exécutif n'avait aucunement envie de leur délivrer leur récépissé ou encore certificat de conformité à l'époque. Aujourd'hui, lorsque ça a été fait, est-ce que ça vient prouver la bonne foi de l'exécutif? Est-ce que vous voyez, quand un problème En prélude à ce dialogue, justement. En prélude à ce dialogue, c'est la bonne foi de l'exécutif. Parce que, qu'on le veuille ou pas, l'exécutif est le bras opérationnel des actions de notre pays. Alors, et c'est sur la base des textes qu'il ne peut qu'agir. Sinon, on va se trouver dans la cour du roi Péto. À ce moment-là, on dit, mettez-vous en règle. J'étais dans la course, j'étais dedans. Et on court, et on nous écrit pour dire, il manque ci, il manque ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Il n'y a aucune méchanceté à cela. Mais quand les gens sont revenus en eux-mêmes, ils ont donné corps aux observations du ministère de l'Intérieur, quelle ne fut pas la célérité avec laquelle le ministère de l'Intérieur a donné ses récépissés. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que si on avait donné corps à l'essentiel des observations du ministère de l'Intérieur, aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont dans cette posture-là. Ils auraient eu ces mêmes certificats de ce pour aller aux élections. Aujourd'hui, c'est fait et ils l'ont. Pourquoi aujourd'hui c'est fait et ils l'ont? On ne l'a pas fait hier. Si on l'avait fait hier, on l'aurait eu. C'est pourquoi je dis que ce dialogue-là qu'invite le chef de l'État, en associant tout le monde, mouvance comme opposition, c'est une très bonne chose. Cette conformité-là de ce parti politique aura-t-elle un impact sur la qualité des débats ou de ce dialogue? De quel parti politique? Les forces FCBE. politiques. Bien sûr, évidemment. parce que cet acte est intervenu dans une période de pré-dialogue. Oui, évidemment. Ça va allumer un projecteur sur tous les débats et il y aura moins de critiques. On sera plus à l'aise pour dire qu'un enfant important manque à la séance. Le chef d'État a dit il faut que tout le monde arrive. Je crois qu'il a joué toute sa partition pour que tout le monde y soit. Quelque part même, c'est à la limite une supplication des gens. Faites ce qu'on a dit et venez prendre. Nous n'avons rien contre vous. Mais rien n'y fit. Après tout, nous sommes dans un état de droit. Et c'est pour ça que ma première question était de savoir si Patrice Talon était incompris. Bon, quand un problème se pose, chacun dans son prisme a une manière de voir. Encore que nous sommes sur le terrain politique. Encore que nous sommes sur le terrain politique. Or, que veut le peuple? Satisfaire ses besoins. Si ces besoins ne sont pas satisfaits, alors là, nous sommes en train de prêcher dans le désert. C'est pourquoi nous devons tous ensemble nous mettre en union d'action pour accompagner et vibrer positivement pour qu'il y ait le succès dans ce dialogue politique. C'est là le jeu. Et c'est là-bas qu'on va définir les enjeux. Il faut venir au jeu avant de parler des enjeux. C'est quand vous allez au jeu que vous allez définir tout ce qu'il faut. Ceci n'est pas bon, ceci est bon. Il manque ceci. Quand on dit élection inclusive, c'est un mot. Mais pour donner corps à ce mot, chacun sait ce qu'il y met et nous sommes sur le terrain politique. Donc venez maintenant. Hier, on a critiqué les législatives au motif qu'il n'y a pas la légitimité. Mais pour que les prochaines échéances, les locales, municipales, communales et présidentielles à venir, ne souffrent pas des mêmes avatars, il faille aujourd'hui être autour de la table
pour parler. C'est le lieu de parler objectivement et honnêtement et sincèrement. Ce n'est pas sous les arbres à palabres. Ce n'est pas dans les cafés. Ce n'est pas dans les coins de rue où on parle sous cap, en utilisant les réseaux sociaux, en utilisant des personnalités qui n'ont aucune moralité et qui racontent ce qu'ils veulent. Non! Venez et vous allez dire. Parce que là, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Dans toute la politesse requise, vous ne serez pas inquiété. Mais si ce n'est pas dans ce cadre, vous refusez de venir et c'est en dehors que vous permettez toutes les largesses qui vont mettre à mal ou péril la gestion au quotidien de la nation, vous seriez jeté les filets, des filets aux petites mailles. Et pour en sortir, ça va être complètement difficile. C'est pourquoi je voudrais vraiment espérer que ceux qui sont invités puissent arriver abondamment, au complet. En tout cas, pour ce qui concerne, je le dis avec beaucoup de sincérité, pour ce qui concerne mon parti, le Bloc républicain, ce parti va jouer abondamment et sereinement sa partition, afin que les conclusions qui vont sortir de là soient bénéfiques pour la nation, pour la construction de la nation. Nous allons tout à l'heure opiner sur le contenu probable de ce dialogue politique, mais lorsqu'on s'intéresse au contexte, tout à l'heure, vous avez mis l'accent sur la période dans laquelle nous sommes. 6 mois se sont écoulés après les législatives, bien sûr, d'avril jusqu'à octobre aujourd'hui. Est-ce que vous avez eu le sentiment que la tension est suffisamment descendue pour que tout le monde soit lucide et s'écouter ou écouter l'autre? Le moment est propice aujourd'hui. Les conditions subjectives, c'est-à-dire au plan des idées, sont remplies. Les conditions objectives sont remplies parce que le mercure est tombé. Et chacun dit maintenant, il est temps maintenant. Les hommes sont là pour qu'on puisse aller au dialogue. C'est ça que j'appelle les conditions subjectives et objectives. Et c'est là, tantôt, j'avais salué la patience du chef de l'État. Il n'a pas annoncé et le lendemain, il a convoqué. Non. Il a pris le temps de faire le point. Ceux qui sont de bonne foi, ceux qui ont la bonne volonté d'arriver. On a rallongé les moments, les temps, pour voir tous ceux qui... On sait que des gens se battent dans les couloirs, dans les coulisses. Les comptes rendus parviennent au chef de l'État. Dire, si c'est ça, je patiente un peu. Mieux de me patienter, il convoque même ceux-là qui n'ont pas encore le papier. Pour dire, venez, voilà. Et accélérez, faites vite. Qu'est-ce qu'un père de famille peut faire mieux avec ses enfants? Il n'a pas montré que je suis le chef, je peux me permettre toutes les largesses possibles, c'est moi qui décide. Non, il n'est pas resté dans cette posture de dictateur ambulant et itinérant dans le chemin politique de notre pays. Et maintenant, quand on a constaté maintenant que ceux qui manifestaient la bonne volonté d'y arriver ont donné corps à cela, et on a vu ceux-là qui ne veulent pas, on ne peut pas les attendre indéfiniment. Ce n'est pas possible. Donc, on a convoqué, et pour le temps, on va régler ce qu'il faut régler, recaler ce qu'on doit recaler. On a convoqué les partis politiques. On me dira, est-ce que c'est les partis politiques seulement? Bien sûr, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais dès qu'on va toucher à la pièce maîtresse du débat, je veux parler de la nouvelle charte des partis politiques. En fait, c'est la substantifique moelle du débat, ça, du dossier. Parce que justement... Quand on va toucher à ça, il y a des gens qui sont constitutionnellement compétents pour voir comment il faut faire des toilettages, des réaménagements. Je veux parler des institutions comme l'Assemblée nationale. On ne va pas refuser différentes institutions. On ne va pas refuser à l'Assemblée d'être là. Bon, je brûle un peu d'impatience parce que les idées s'enchaînent. Justement, on est d'accord. Dans cette réflexion politique, en prélude justement à ce dialogue politique, puisque c'est une sorte aussi d'examen que nous faisons ici, en prélude à ce grand rendez-vous entre les hommes politiques. Vous parlez tout à l'heure de la période. Vous parlez
peut-être aussi de l'accalmie qui prévaut actuellement, ça devrait jouer certainement en faveur de ce dialogue politique national, dites-vous. Mais est-ce que vous sentez que les gens sont vraiment prêts? Est-ce qu'ils ont d'ailleurs compris les différentes démarches menées par le chef de l'État, notamment la rencontre du 15 juillet par exemple? Est-ce que ça a eu un impact sur ce qui va commencer le jeudi 10 prochain? D'abord, l'autre impact manifeste, c'est que ça a permis les gens d'accélérer leur démarche pour se mettre en règle vis-à-vis de ça leur a permis de mesurer la grandeur de ce qui... C'est l'importance. Et personne ne veut se faire raconter l'histoire. Chacun veut être présent. Les honnêtes personnes veulent être présentes pour dire à la table de discussion, pour dire nous sommes d'accord pour tel format, pour telle formule, pour telle démarche. Nous ne sommes pas d'accord pour tant. On va étudier. On va étudier ça. Et ce n'est pas seulement au niveau de l'opposition qu'il y a des griefs à élever face au texte. C'est pas seulement. C'est beaucoup qui ont compris qu'il faut toujours commencer quelque part. Chemin faisant, on peut améliorer. Donc, même dans les parties de la mouvance, vous allez voir comment les débats vont être durs. Les débats vont être d'un niveau élevé. Empreinte, bien sûr, c'est notre souhait, empreinte de sincérité. Oui. Et d'objectivité. Et d'objectivité. Parce que il n'est pas question de remettre en cause l'ordre républicain établi. Non, que les gens enlèvent ça de la tête. Il n'est pas question de venir remettre en cause l'ordre républicain est déjà établi. Non, il est question de voir dans un futur proche comment améliorer tout ce processus-là, tout ce mécanisme pour impliquer autant que faire se peut le maximum de partis politiques. L'aspect inclusif doit être déterminant. Pour dire, si on ne fait pas ça, on continue toujours d'exclure des gens. Puisque on n'a pas encore le papier de conformité, on n'est pas en règle vis-à-vis de la loi. Est-ce qu'on est fondé pour dire qu'on nous a exclus, objectivement parlant? Non. On n'est pas fondé. Maintenant qu'on est fondé, tous ces partis qui ont eu le certificat de conformité, quand ils seront là-bas maintenant, ils vont dire, si vous ne faites pas ça, ça veut dire que vous êtes en train de nous exclure. Nous, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. On n'est pas capable de faire ci, on n'est pas capable de faire ça. C'est tout le problème. Et ce n'est pas une réunion de quelques minutes et puis on prend une décision. Non, ça va durer au moins 3 à 4 jours. Oui, 3 jours, effectivement. 3 jours. Et il y aura des commissions, des gens vont plancher, il y aura des plénières. Et puis, nous sommes en démocratie. C'est les débats, c'est la majorité qui primera toujours. Il est vrai, on tiendra compte, il y a des personnes intelligentes qui sont là. Une idée peut venir d'un seul individu et les gens vont dire, ah, mais pensons-y. Ça, c'est les avantages d'un dialogue, ça. De ce genre de conclave. Tout, il faut vibrer positivement pour que ce conclave-là connaisse un succès éclatant. Il y va de l'avenir, du bonheur de nos populations. Justement. Et mais aussi des partis politiques. Parce que c'est une occasion pour réfléchir sur la vie même de nos partis politiques. Absolument. Absolument. Non, ça veut dire que maintenant, les partis politiques, vous avez vu, on pensait que peu de partis politiques, on allait assister à une morosité en matière d'animation de la vie politique. Oh, c'est le contraire. Quand je vois déjà la concurrence loyale qu'il y a entre l'Union progressiste et le bloc républicain, qu'en sera-t-il avec les autres partis au nombre de 9 aujourd'hui? La saveur du débat politique, de l'animation de la vie politique va connaître une ascension fulgurante et les populations trouveront les différents canaux pour s'exprimer, pour faire valoir leurs préoccupations.
leur desiderata, leur désir, et in fine, va être récupéré par l'exécutif, d'où l'exécution des travaux de développement de façon équilibrée, de façon géographiquement spatiale, en tenant compte de toutes les régions de notre pays. À ce dialogue national, il y a 9 partis politiques conviés, 9 partis politiques régulièrement constitués au vu de la charte des partis politiques. Oui. Et chaque parti politique devra envoyer 12 membres à raison d'un membre par département. Et le lieu choisi, c'est le Palais des Congrès de Cotonou. Pourquoi, selon vous, a-t-on choisi un lieu si neutre, a priori? Bon, de toutes les façons, pour ma part, tous les lieux sont identiques. Parce que, je l'avais dit tantôt, c'est le pouvoir central qui invite. Et le lieu qu'il choisit, c'est un lieu public. C'est un lieu public. Un lieu qui est public ne peut qu'être un lieu impartial. Le pouvoir n'est pas un parti politique. Et les partis politiques à part, non. C'est peut-être le cadre approprié avec les différents segments de ce bâtiment pour permettre donc les travaux en commission, parce que tout ne se fera pas en permanence en plénière. Donc dès qu'on va lancer les débats en plénière, on va mettre des commissions en place et les gens vont éclater dans les différents bâtiments dans le palais des congrès, parce que là, il y en a suffisamment. Les gens seront à l'aise pour travailler. Pour ma part, je pense que c'est cela, les conditions optimales de travail qui ont milité en faveur de ce choix, le palais des congrès. On aurait pu peut-être choisir la présidence, que certains partis politiques diraient que le chef de l'État a fait ça pour avoir une pression psychologique sur eux. Psychologique, bon, chacun sait ce qu'il se reproche. On a tenu plusieurs rencontres au palais, et donc ça n'a jamais gêné, ça n'a pas commencé sous le président Patrice Talon, et ça ne finira pas sous son mandat. Le palais des congrès est le milieu référentiel de l'ensemble des citoyens du Bénin. La preuve, il y a un palais là qu'on appelle le palais du peuple, de la présidence de la République. Donc c'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour tout le monde. Très bien. Voilà, on y invite tout le monde, opposants, mouvance, tout le monde y va. Voilà. Très bien. Dans ce cadre du dialogue politique national, on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, avant bien sûr, ce dialogue, juste après les élections, on a entendu que l'Assemblée nationale a été peut-être monopolisée par 2 partis politiques seulement. Vous êtes du bloc républicain, donc le bloc républicain a subi peut-être on va dire des procès d'intention, des suspicions, ainsi de suite. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que ce dialogue national constitue un test pour la réconciliation entre tous les acteurs politiques béninois? D'abord, avant de répondre à cette question, je voudrais dire que pour qu'on se retrouve à 2 grandes formations politiques pour aller aux élections, il y a eu des contraintes, il y a eu des conditions qui ont forcé les uns et les autres à en arriver là, parce que quand on parle de contraintes, nous étions limités constitutionnellement par le temps. Et il y a cette législature qui doit finir à une date fixe. Et une autre doit prendre le relais à une date fixe. Si jamais on rate 24 heures de cela, nous tombons dans le vide juridique. Et ce n'est pas bon pour notre démocratie, ce n'est pas bon pour notre pays. Il fallait tout faire pour installer une assemblée à cette date-là. Maintenant que c'est fait, tout le monde a pris conscience. De force ou de gré, et je crois que c'est de gré, tout le monde se rend à l'évidence de la nécessité qu'il faille oublier le passé. Le passé, c'est passé. Les élections sont terminées. Regardons devant et voyons comment est-ce que nous pouvons améliorer ce qui n'a pas marché hier pour les élections d'hier. Regardons ce qu'il faut faire pour améliorer les échéances futures. Et c'est à ça que chacun se donne. Et je crois que dans la majorité des cas, dans les grands débats, sauf quelques rares extrémistes qui reviennent sur ce passé-là. Sinon, plus personne ne parle. Mais est-ce que c'est pas un défi aujourd'hui pour les acteurs politiques de s'entendre, de s'écouter? C'est ça que je dis, c'est un défi pour nous. On n'a même pas de choix. Personne n'a le choix de ce qui est fait sans vous, est fait contre vos intérêts et contre vos militants à la base. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas allé aux élections législatives que vous allez abandonner les élections locales.
pour avoir les militants, pour aller à l'Assemblée, il faut les militants à la base. C'est eux qui votent. Maintenant, leur élection arrive et vous allez donner dos à ça pour dire vous êtes en train d'alimenter une colère qui n'a même pas de sens. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre tête. Si vous ne savez pas faire, c'est les militants à la base même qui vont vous débarquer. Ah, parce que vous, on a été aux élections, vous avez échoué, maintenant vous abandonnez, vous, le chef de parti, et nous. Chacun a pris conscience. Et personne ne veut se laisser raconter l'histoire. Bien au contraire, c'est le moment pour ces partis politiques, tous les partis d'ailleurs, aussi bien ceux qui ont des députés à l'Assemblée, de démontrer qu'effectivement, qu'ils avaient le terrain contrairement à ce que les gens disaient. Et à ceux qui n'ont pas de députés à l'Assemblée, de se battre pour démontrer que, ah non, si nous on était partis à l'Assemblée, vous ne seriez pas là. Si on était partis au législatif, vous ne seriez pas là. Nous sommes dans cette compétition loyale. Et c'est ça qui élève un peu la saveur du combat politique dans notre pays. Ça ressemble peut-être aussi à un idéal, lorsqu'on vous entend le dire. Bien sûr. Tout le monde est-il dans cette position aujourd'hui? On ne peut pas avoir tout le monde à 100%, c'est pas possible. Mais il faut que tout le monde soit disponible. Oui, mais on ne peut pas l'avoir à 100% dans aucun pays. On ne peut l'avoir à 100% comme ça. Ainsi va le combat politique sur le terrain. Beaucoup n'ont pas compris encore que c'est le combat politique qui génère le pouvoir d'État. Et c'est le même combat politique qui génère le pouvoir local. Si tu ne vas pas au combat politique, tu auras le conseiller local, tu auras le chef d'arrondissement, tu auras le maire. Et de la même manière, je dis, c'est le combat politique là qui génère le pouvoir d'État. Tu ne vas pas faire le combat politique. Tu seras président de la République. Tu seras député à l'Assemblée. C'est pas possible. Mais cette notion, beaucoup ne comprennent pas ça. Mais au fil du temps, les gens commencent pas à s'accoutumer à cela pour dire, ah, c'est vrai, en fait, on a perdu. On n'aurait pas pu tenir dur la corde là jusqu'à elle se casse dans nos mains. Et les autres sont partis avec la majeure partie. Donc, chacun prend conscience et chacun s'active maintenant. Personne ne veut laisser le terrain. Personne ne veut laisser le terrain. C'est parce que c'est une manière aussi de faire la politique de venir sur le plateau. Sinon, moi, j'ai une séance dans mon quartier avec les militants du Bloc républicain à Tankpé-Calavi. Ce soir que j'ai fait, j'ai décalé après votre coup de fil. Ça veut dire que même les militants se courent pour être positionnés sur les listes. Les militants courent pour militer effectivement parce qu'ils savent que c'est les militants qu'on va positionner sur les listes. Oh, il y a même des histoires, on ne peut pas les raconter sur le plateau là. Ah bon? Il y a un coup pour aller même déboucher des militants à gauche, à droite. Ah bon? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Faire venir des militants d'ailleurs, du Nord, pour dire, bon voilà, vous avez ci, vous avez ça, qu'est-ce que vous voulez? Ça veut dire qu'il y a péril quelque part. Chacun veut s'assurer le maximum de sécurité sur le terrain. Essayer de couvrir tout le territoire. Déjà au local, communal et municipal. Ce n'est pas encore les présidentielles. Mais chacun veut faire le maillage nécessaire pour couvrir le maximum de communes. Parce que ici, la loi dit que vous n'êtes pas obligé d'avoir des candidats dans toutes les communes du Bénin, comme les législatives. Mais quand vous prenez une commune, vous devez couvrir tous les arrondissements. Donc, vous visez pour voir où est-ce que c'est important pour moi. Tout ça là va faire l'objet de débats et au dialogue là, le financement des partis politiques, c'est des sujets capitaux, d'intérêt. Et ce dialogue doit permettre aux gens de comprendre que l'achat de conscience, ça a baissé avec la rupture. Beaucoup d'argent. L'argent est là, mais n'a pas trouvé de véhicule pour aller là où ça doit aller. Or, avant, l'argent était partout, ça circule partout, des ramifications. Dans les ramifications les plus étroites, on envoyait là. Mais cette fois-ci, personne n'a vu l'argent circuler avec les étrennes, des trucs en pagaille. Doucement, si cette culture peut rentrer dans nos mœurs, ce serait formidable. Ça va permettre même d'éviter les fractures sociales, les fractures familiales. À cause de la politique, les gens ne se disent plus bonjour aujourd'hui.
même dans la même concession. Parce que tel est de tel parti, tel est de tel... Voilà le dialogue social, politique, national, la réduction des partis politiques, bref, la réforme du système partisan. Ça présente des intérêts que l'argent ne peut pas acheter. Et les gens commencent pas à comprendre cet état de choses. Ce sera une occasion justement pour faire une autopsie de cette réforme du système partisan, pour essayer d'examiner les acquis de cette réforme, mais aussi parfaire les imperfections, les choses à corriger, les insuffisances. Alors justement, au-delà de la question de l'argent que vous avez souligné tout à l'heure, quels sont les autres acquis que vous pensez que ce dialogue-là permettra de consolider à l'issue de cette réforme-là? Non. L'autre intérêt majeur qu'il faille noter, c'est l'émiettement. L'émiettement des voix. Ensuite, le coût pour le contribuable. Avant le minimum pour aller au législatif pour nous, il fallait 20 partis politiques et alliances de partis. Une vingtaine. Donc la confection déjà de la fiche, ça présente un coût. Ensuite, dans le cadre même de l'économie de temps pour le dépouillement, ça nous permet de vite finir avec les décomptes et permettre aux militants d'avoir les résultats à bonne heure. Il y a des avantages dans les réformes là qu'on ne peut pas finir de citer. Et tout le monde il y avait des non-dits qu'on n'arrivait pas à faire ces choses-là. Tous ceux qui sont de bonne foi, je précise, et ils sont majoritaires aujourd'hui, ne peuvent qu'être de bonne foi. Et ça permet à nous, acteurs politiques, de limiter nos pertes d'énergie. Physique d'abord, et énergie financière, énergie sanitaire, pour nous-mêmes d'abord. De façon que la chose politique est en train de cesser d'être ce que les gens pensent. Le seul endroit où il faut aller chercher de l'argent. Il faut aller chercher des postes. Pourtant, il y a la question de la caution du code électoral, par exemple, qui a subi aussi beaucoup de commentaires. Quand je parle d'aller chercher de l'argent, qui a suscité des commentaires, quand je parle d'aller chercher de l'argent, on pense que c'est seulement par la politique qu'on peut se faire de l'argent. Je ne parle pas encore des questions de caution. D'accord. Non. Quand les gens accourent vers la politique comme des miettes de pain qu'on jette dans un bassin piscicole. Vous avez jamais jeté un peu des miettes de pain dans un bassin piscicole où il y a des frettins là. Ça court, c'est l'argent. Ça va diminuer, tout ça va diminuer. Il va dire non, ça là ce n'est plus un terrain. Allons penser au développement agricole. Il y a des terres incultes. Il faut savoir orienter la jeunesse vers les clonoporteurs au lieu que ce soit uniquement la politique. Parce que quelques jeunes sont venus à la politique et ils étaient déjà positionnés au soleil. Et les autres jeunes pensent que c'est parce qu'il est passé par là. Et on abandonne tout au profit de la politique. Donc, c'est un état de choses qu'il faut saluer et encourager à ce que vraiment